On l'appelle la cité aux 5 clochers, parce que la ville de Tournai est surtout connue pour sa splendide cathédrale, témoignage grandeur nature du passage du style roman au style gothique à la fin du XIIe siècle. Pourtant, c'est aux abords d'un autre clocher, décentré et méconnu, que l'on a retrouvé au XVIIe siècle un ancien trésor. Un trésor si important qu'après avoir été confisqué par les autorités espagnoles de l'époque et soigneusement immortalisé sur ses gravures, l'ensemble finit par être offert en grande pompe au roi Soleil Louis XIV lui-même, qu'il exhibera fièrement avant de le conserver jalousement dans sa bibliothèque royale. Que pouvait représenter pour lui ce trésor venu de Tournai ? Une ville qu'il ira conquérir lui-même moins de 2 ans plus tard lors de sa première grande guerre. Peut-être la pièce la plus exceptionnelle tirée de ce trésor tournaisien peut-elle nous aider à percer le mystère. C'est un anneau sigillaire en or massif portant cette mention « Childerici Regis » du roi Childéric. Childéric, voilà un nom qui renvoie immédiatement à une période bien précise, celle des tout derniers temps de l'Empire romain d'Occident. Bienvenue dans les Chroniques de Belgique. Dans cet épisode, on s'intéresse à une période souvent négligée pour comprendre nos régions et pourtant déterminante pour la suite, une époque où des rois germains vont se fondre doucement dans le système romain jusqu'à réclamer son héritage. Repartons un instant de l'anneau de Childéric, car il illustre à merveille le basculement qui va s'opérer. Représenté avec une lance et une longue chevelure de franc, il porte dans le même temps la cuirasse et le manteau distinctif de l'officier romain, le paludamentum. Un signe qui montre qu'il a non seulement parfaitement intégré l'Empire, mais aussi juré de le défendre. Une double identité, germaine et romaine, qui s'était déjà exprimée lorsque les armées de celui qui n'était encore qu'un jeune prince participèrent aux côtés des Romains à la résistance contre les hordes de Huns et leur terrible chef, Attila, finalement vaincu en 451, à la bataille des Champs Cataloniques. En revanche, on ignore qui menait réellement les Francs ce jour-là. On peut simplement dire que si Childéric n'était pas encore roi, il était bien déjà basé à Tournai, mais pour comprendre comment il a pu se retrouver là, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Ce que l'on sait, c'est qu'environ 2 siècles plus tôt, une nouvelle coalition germanique vit le jour sur la rive droite du Rhin, une nouvelle alliance de clans issue de cette région aux marges de l'Empire romain, regroupés en vue d'affronter ensemble des temps troublés. Et pour se donner le courage de braver tous les dangers, il se donne un nom qui allait traverser les siècles, les Francs. Régulièrement en lutte avec les Romains, ceux-ci parviennent finalement à pénétrer définitivement à l'intérieur de l'Empire au milieu du IVe siècle et à s'installer tout au nord de ce qu'on appelle alors encore la Gaule belgique. Une région dont ils changeront à jamais le visage et la langue, avec néanmoins des différences marquées entre les zones septentrionales, encore peu peuplées, où ils s'installent donc en nombre, et les zones du sud, plus urbanisées et plus romanisées, où ils restent minoritaires. Un découpage qui se retrouve encore aujourd'hui dans les fameuses différences linguistiques entre flamands et francophones des régions belges. Et plutôt que de tenter une énième fois de les repousser, les Romains accordent alors aux Francs le statut de fédérés, c'est-à-dire d'alliés militaires des Romains, en échange de la gestion d'un petit territoire. Mais au fur et à mesure que la pression s'accroît sur l'Empire, certains vont pousser toujours plus loin. C'est notamment le cas d'un autre chef célèbre, Clodion le Chevelu. À l'aube du 5e siècle, ce jeune guerrier conduit une partie des Francs de Gaule-Belgique, les Francs saliens, encore un peu plus au sud, et s'empare de plusieurs villes romaines, dont les actuelles Cambrai et Tournai.
Et alors que les Visigoths, les Burgondes ou les Alamans fondent leur propre royaume au beau milieu de l'Empire romain, Clodion proclame aussi le sien, avec pour capitale Tournai. Mais il faut bien comprendre que l'Empire romain n'est pas encore tombé, parce qu'il garde des forces non négligeables, et surtout parce que ces 500 ans de grandeur fascinent ces rois germains, trop heureux d'obtenir des titres en latin et une reconnaissance officielle de l'empereur. De quoi aussi légitimer leur nouveau pouvoir sur des populations qui, elles, se sont lentement romanisées depuis des siècles. Cette coexistence forcée, sous le patronage d'un empereur affaibli, mais toujours présent, jette les bases du petit royaume mérovingien. Un nom qui, même s'il ne s'imposera que plus tard, montre que le jeune royaume a su rapidement créer sa propre mythologie, puisqu'il tire son nom de Mérové, un possible héritier de Clodion, à propos duquel on raconte qu'il serait né d'un monstre marin après que celui-ci se soit jeté sur la reine Altina, se baignant dans les vagues. Une légende qui fait donc du possible père de Childéric une sorte de demi-dieu païen, dont l'histoire, bien que douteuse, illustre à quel point cette première monarchie est encore imprégnée de folklore antique et germanique, dans un empire romain pourtant officiellement chrétien depuis plus de 2 siècles. Malgré la gêne des autorités religieuses des siècles suivants, la légende de Mérové et de ses origines marines continuera d'être racontée et revendiquée. Quoi qu'il en soit, c'est donc Childéric qui hérite du royaume de Mérové, ou de Clodion en fait, on ne sait pas trop, mais avec toujours pour capitale la ville de Tournai. Idéalement situé sur l'Escaut, à une époque où le commerce fluvial doit souvent compenser des voies romaines en déliquescence, l'ancienne Tornacum, malgré de nouveaux palais et villas à la mode franque, n'est pourtant pas une ville de première importance. À l'époque, c'est une autre puissance germanique qui occupe le premier rang, le royaume des Visigoths. Celui-ci ose même proclamer son indépendance vis-à-vis de l'Empire romain à partir de 466 et tente alors d'annexer le petit État mérovingien. Il faut une résistance acharnée des Francs et des Romains coalisés pour finalement les repousser. Mais le fragile équilibre de l'Empire romain d'Occident est définitivement compromis. Ballotté entre l'ambition des différents généraux et rois germains, il finit par s'effondrer sur lui-même. En 476, les Francs-Saliens sont désormais seuls face à leur destin. C'est dans ce contexte troublé que va alors naître le fils de Childéric, celui dont le nom sera plus tard indissociable de la chronique du royaume de France, et la véritable raison qui pousse Louis XIV à tant s'intéresser au trésor tournésien, Clovis, un jeune prince franc qui va très vite marquer l'histoire. Le fils de Childéric n'a en effet que 15 ans lorsqu'il lance sa première tentative de conquête. Après s'être assuré du soutien des Francs rhénans, se rester plus à l'est, il s'attaque au dernier bastion gallo-romain issu des cendres de l'Empire et dirigé par un ancien général romain, Syagrius. Une victoire rapide devant la ville de Soissons fait de lui le maître incontesté des Francs et de la moitié de la Gaule. Il décide alors d'y déplacer sa capitale, malgré ses liens avec Tournai, sa ville d'enfance. Un choix et des conquêtes qui le placent cependant en première ligne face au toujours très puissant royaume wisigoth où s'est d'ailleurs réfugié son adversaire Syagrius, forcément avide de vengeance. Clovis a alors plusieurs urgences à régler. Il a besoin de renforcer son contrôle et sa légitimité dans ces nouveaux territoires, d'y trouver plus de soutien dans la guerre qui se prépare aussi, et il a besoin pour cela de marquer sa différence avec les maîtres wisigoths du Sud. Or, il y a justement une chose qui lui permettrait de faire tout cela à la fois. Car si les rois wisigoths, au contraire des Francs, se sont convertis très tôt au christianisme, ce n'est pas vraiment le christianisme de l'ex-empire romain. Adepte de l'arianisme, une variante qui place clairement Dieu le Père au-dessus du Christ et du Saint-Esprit, cela suffit
à les placer dans la case des hérétiques du point de vue de l'Église catholique romaine et de son Christ, aussi Dieu qu'on peut l'être. Face à cela, la lignée païenne des héritiers de Mérové fait étonnamment figure de nouvel allié providentiel pour l'ancienne Église impériale, toujours très influente dans les ex-provinces gallo-romaines. Un grand écart qui ne satisfait néanmoins personne, tout particulièrement l'épouse du jeune Clovis, la princesse burgonde Clotilde, qui le presse d'embrasser totalement le camp catholique. Mais le roi franc hésite, de peur de s'aliéner sa noblesse guerrière, mais aussi, de manière plus personnelle, parce que le dieu de Clotilde n'a pas su protéger leur premier-né. Mais au crépuscule du 5e siècle, et alors que le 6e s'annonce tout aussi tumultueux, le besoin de bâtir une nouvelle alliance entre Francs, Gaulois et Romains le décide finalement à franchir le pas, et c'est à Reims, dans une grande métropole religieuse de Gaule, qu'il se fait officiellement baptiser en compagnie d'une partie de ses troupes vers 498. Même s'il a beaucoup été romancé depuis, le baptême de Clovis reste un vrai tournant pour les Francs et inaugure l'idée d'une sorte d'alliance entre le roi et Dieu à célébrer à Reims ce qui deviendra, mais beaucoup plus tard, le sacre des rois de France. Car en plus du baptême, Clovis aurait alors aussi reçu l'onction de l'évêque Saint-Rémy au moyen d'une huile sacrée. Une manière de se mettre symboliquement dans les pas de rien de moins que les anciens rois de la Bible, oints d'une huile bénie des mains des prophètes d'Israël. Fort de cette nouvelle stature et d'une armée renforcée, Clovis écrase ensuite non seulement les Wisigoths, en tuant lui-même leur roi en combat singulier, mais aussi les Alamans, devenant ainsi le maître de toute l'ancienne Gaule romaine. Autant de succès qui pousse Clovis à déplacer une dernière fois sa capitale dans une autre ville mieux placée que Soissons, l'ancienne Lutèce, plus connue sous le nom de Paris. Délaisser l'ancienne capitale tournaisienne n'est cependant pas totalement oubliée puisqu'elle reste une résidence royale, où viendra par exemple encore se réfugier le petit-fils de Clovis, le roi Chilpéric, lors d'une guerre fratricide pour le pouvoir. Après les triomphes de Clovis, l'histoire de la lignée des Mérovingiens sera en effet surtout marquée par d'incessantes divisions, luttes de succession et autres vengeances personnelles, jusqu'à la déposition en 751 du dernier roi mérovingien, Childéric III, auquel on aurait tondu les cheveux pour marquer sa perte du pouvoir au profit de son maire du palais, Pépin le Bref, et de sa nouvelle dynastie, les Carolingiens. Des soubresauts dans lesquels Tournai ne retrouvera jamais vraiment de rôle central, si ce n'est celui de pôle d'évangélisation du nord du royaume, car si l'époque mérovingienne n'apporta pas encore la stabilité politique, elle fut en revanche, dans nos contrées, marquée par la profonde pénétration de l'organisation religieuse et monacale, de Sainte-Vaudrue à Mons à Saint-Willibrord d'Utrecht, en passant par Saint-Remacle de Stavelot ou encore Sainte-Gertrude de Nivelles, partout, la vie s'organise désormais autour des bâtisseurs de couvents et autres monastères, piliers de stabilité dans un monde encore traumatisé par l'effondrement de l'empire le plus puissant du monde. Tout cela n'empêchera cependant pas le souvenir de la toute première capitale des Francs de se perpétuer, tant et si bien qu'encore 8 siècles plus tard, lorsque le très puissant roi de France, Philippe le Bel, construit son nouveau palais sur l'île de la Cité à Paris et qu'il décide d'y mettre en scène l'histoire de la royauté dans une longue série de statues placées au cœur de la grande salle, il commence son récit de pierre par les figures de Clodion, Mérové, Childéric et bien sûr Clovis, les 4 maîtres de Tournai. Malgré plusieurs changements de dynastie, c'est donc bien la continuité avec les tout débuts de l'histoire des Francs en Gaule qui est revendiquée. Durant tout le Moyen-Âge, Tournai bénéficiera d'ailleurs d'un statut spécial sous l'autorité directe du roi de France, alors que la région environnante, le Tournaisis,
et pourtant vassal du comté de Flandre. Il faudra attendre 1521 et l'annexion de Tournai par l'empereur Charles Quint, l'ennemi juré de François Ier, pour voir le berceau des rois quitter le giron français au terme de 6 semaines de siège. Ce qui explique pourquoi le grand Louis XIV reçut le trésor tournésien de Childéric des mains d'un envoyé des Habsbourg, et pourquoi celui-ci comptait tant à ses yeux, comme preuve de plus de la glorieuse origine de son titre, à tel point que lorsqu'au XVIIIe siècle encore, un historien français, Nicolas Fréret, se hasarde à suggérer que l'origine des Francs et de leur roi n'a rien de mythique, mais est issue d'une simple ligue de peuples germaniques, il est immédiatement emprisonné à la Bastille pour 6 mois, au motif d'atteinte à la dignité de la monarchie. Même l'immense Napoléon Bonaparte, au fait de sa gloire après son autoproclamation comme empereur des Français, ira rechercher un symbole issu du trésor de Tournai, l'abeille, pour tenter de légitimer sa nouvelle dynastie et de la rattacher à quelque chose d'encore plus ancien et tout aussi prestigieux que la fleur de lys des Capétiens. L'Ora de Tournai, véritable matrice de la monarchie française, est lieu de sa fusion originelle des mondes germanique et romain, a manifestement traversé les siècles et continue de s'étendre bien au-delà des frontières de l'actuelle Belgique.